Construis dès maintenant ta bibliothèque de rêve grâce à la liste des 100 incontournables, une liste 100% gratuite que j'ai construite en prépa, à HEC et en master de philosophie. Chers amis, papier, crayon, vous allez découvrir des pépites à lire, ça va dans tous les sens, ça va sur tous les sujets, mais surtout, c'est subversif. C'est très facile à lire, mais ça va vous exploser le crâne, croyez-moi. Et ça va faire du mal au pouvoir dominant. Donc on attaque avec Carbone Démocratie de Timothy Mitchell, s'il vous plaît, mesdames et messieurs. Comprendre les ressources énergétiques d'un pays, surtout comme la France, surtout avec son passé historique, c'est la base pour comprendre les logiques de pouvoir, les structures de pouvoir. C'est vulgarisé, c'est une bombe de connaissances, c'est extrêmement dense avec des anecdotes et une capacité de perspective générale sur le sujet, c'est-à-dire sur l'énergie, c'est-à-dire le sujet le plus important de nos jours. C'est absolument fondamental, comprendre comment les ressources, le charbon, le pétrole ont façonné les influences politiques et les structures politiques. C'est à lire, c'est un bijou, c'est d'une collection que moi j'apprécie fondamentalement. C'est pas très cher, mais pour ce que c'est, pour la richesse que ça va vous apprendre, foncez acheter Carbone Démocratie de Timothy Mitchell. Alors je me les suis tous notés parce qu'il y en a 30 et que vous m'excuserez. On attaque en numéro 2. Là, si vous voulez, on attaque avec la patronne, Hannah Arendt, La condition de l'homme moderne. Alors, si en ce moment vous êtes un petit peu en dépression sur la condition de l'homme et sur toutes les saloperies qui se passent dans le monde, eh ben, ça va vous rassurer d'un côté et d'un autre côté, ça va vous faire un peu plus mal. Pourquoi ? Parce que la condition de l'homme moderne, l'obsession de la productivité, une obsession de la productivité qui nous bouffe de l'intérieur, qui vous bouffe certainement de l'intérieur, qui bouffe à peu près une grande partie de nos systèmes, eh bien, ça nous pousse à ne plus être ce que l'on est fondamentalement, à savoir humain. Et c'est en cela, avec la logique d'une philosophe qui s'intéresse à la pensée des travailleurs, à une pensée éternellement actuelle, qu'il est absolument important d'apprendre à lire La condition de l'homme moderne, de la voir comme livre de chevet, un livre qui va vous servir de phare, à mon sens, dans une tempête. Vous êtes comme ce petit navire qui, je sais pas moi, en jalonnant l'océan, vous allez vous faire ballonner de l'actualité, de tout ce qui se passe malheureusement. Et la condition de l'homme moderne, c'est le phare auquel vous pourrez voir au loin, vous rapprocher et arriver en sécurité à bon port. On alterne avec quelqu'un qui, lui, par son livre, va vous donner un espoir de vivre, une possibilité de voir l'avenir de manière meilleure, juste derrière quelques pages de ce livre absolument magnifique qui nous vient d'un Américain, Henry David Thoreau, mesdames et messieurs. Putain, il n'y a pas mieux que Walden ou La vie dans les bois. Alors là, moi ça me touche parce que quel livre, quelle lecture. On se balade, on se rend compte que la nature est partout, on se rend compte que la nature nous fait penser différemment, qu'un homme près de la nature est un homme différent. Et quand je dis homme, vous m'entendrez pendant toute cette vidéo, vous entendrez femme. Peut-être que, je vais dire femme à partir de maintenant. Ce qui est très important, c'est de voir l'introspection d'un homme qui a refusé de payer ses impôts pour protester contre l'esclavage, contre la guerre, dans une Amérique totalement autre que ce qu'elle est actuellement. Thoreau a décidé de faire de cette espèce de désobéissance civile une philosophie de vie qui s'oriente sur la simplicité. Qu'est-ce qu'on a besoin ? À quel point est-ce qu'on a besoin de simplicité aujourd'hui ? Je vous le demande. De l'individualisme, de l'anti-individualisme, j'ai envie de dire, et surtout de la relation fondamentale entre l'homme et la nature. Si vous avez besoin de respirer, de faire ce petite respiration, ce petit acte de respiration quand vous êtes dans la nature, dans la Drôme, dans la Creuse ou dans la Normandie, là vous pouvez l'avoir entre quelques pages de Thoreau. Allez-y, foncez. Maintenant, les héritiers de Bourdieu et Passeron, oui, je suis un bourgeois, oui, j'ai été dans de grandes écoles. Mais mon Dieu, la beauté de Bourdieu et Passeron, la pensée sociologique, la pensée du social, à quel point est-ce qu'elle vous fait comprendre qui vous êtes, comment vous avez grandi, comment est-ce que vous espérez votre vie. Eh bien là, c'est quelque chose que je dois envoyer à la pensée dominante, à la pensée qui domine aujourd'hui en politique. Bourdieu, l'éternel Bourdieu, l'éternellement critiqué Bourdieu, mais Bourdieu, l'éternel de toute manière.
Critiquer la culture légitime, en comprendre ses sources, ses racines, d'où elle vient, c'est un acte fondateur pour se penser aujourd'hui. À mon sens, de quelque classe que vous soyez, quelles que soient vos orientations professionnelles, votre famille, vous trouverez de la richesse à lire Bourdieu. Vous pourrez partir sur l'État, notamment sur l'État de Bourdieu. Ça aussi, c'est une belle masterclass. Bon, voilà, on y parle de capital culturel, de reproduction sociale, de reproduction des élites. Moi qui ai fait ces écoles qu'on conspue et qu'on critique parfois légitimement, souvent légitimement, relire Bourdieu et Passeron, ça fait du bien. Ça remet les idées en place, comme dirait mon grand-père. On enchaîne, cette fois-ci, une masterclass de brutalité philosophique, mais Dieu qu'on en a besoin aujourd'hui pour comprendre les systèmes de pouvoir. Surveiller et punir de Michel Foucault, je vous en ai déjà parlé. Je vous avais parlé des mots et des choses dans la newsletter. Si vous êtes intéressé par la lecture, pour lire mieux, pour lire plus, bref, pour lire et pour devenir un grand lecteur, suivez cette newsletter. Le lien est dans la description. Surveiller et punir de Michel Foucault. Comment comprendre, comment sont structurées les prisons, les hôpitaux, les écoles, pour savoir comment les systèmes politiques ont essayé de nous influencer, de manipuler, de nous normaliser, la brutalité de la normalisation. La pensée, rien que pour ça. La pensée du panoptique, qui nous vient déjà de Jérémy Bentham, mais la pensée du pouvoir à 360 degrés, du pouvoir qui fait en sorte que nous ne pouvons pas le voir pour que lui puisse nous voir de manière absolue et perpétuelle. C'est fondamental, c'est Michel Foucault, voilà, c'est un philosophe chauve français des années du XXe siècle, donc rien que pour ça, ça vaut le coup. Et ça vous mettra des claques de réalisme et surtout de logos. On enchaîne avec un peu de poésie dans tout ça. Peut-être un des grands romans féministes d'une beauté, enfin bref, Anna Karénine, Léon Tolstoï. C'est gros, c'est long, c'est fastidieux, oui je sais, vous avez la flemme de lire, surtout des pavés de 900 pages. Je sais, ne le lisez pas et voyez comment votre quotidien et votre destin va changer. Là, c'est fondamental. Pourquoi ? Parce qu'on parle de social, fondamentalement, mais d'un vécu social. On parle de quelqu'un qui critique la société russe dans laquelle elle vit, dans des mondes sociaux qu'elle découvre, dont elle découvre les petits détails, les petits vices, etc. Et rien que pour ça, les tourments, comprendre comment Tolstoï traduit ses tourments personnels à travers ce personnage, ce protagoniste féminin, qui est, à mon avis, une des plus grandes figures ou un des plus grands protagonistes de la littérature russe. La quête de sens. Bon, vas-y, en vrai, je vais pas m'épiloguer parce que de toute façon, je pourrais en parler des heures. On enchaîne Carbone et Silicium, Mathieu Bablé. Alors là, on va dans un autre domaine, on va dans un autre registre, on va dans le registre de la BD. La question que pose, c'est celle que je me suis notée. Et si des intelligences artificielles vivaient plus longtemps que l'humanité, qu'est-ce qui se passerait selon vous ? Ça pose des questions qui sont plus que d'actualité, beaucoup plus actuelles qu'on ne le pense. La BD est absolument renversante de beauté. Vous aurez l'impression d'aller voir une exposition de Zhao Wuqi. Rien qu'en ouvrant quelques pages de cette BD, elle est absolument magnifique. Ça se lit pour des lecteurs qui n'ont pas le temps, parce que oui, je sais que vous n'avez pas le temps et que malheureusement on ne laisse pas le temps à la lecture dans cette société, alors que c'est peut-être là dont on aurait peut-être le plus besoin. Croyez-moi, Carbone et Silicium, juste offrez-vous ça. Je sais que ça coûte un peu cher, c'est une belle BD, mais c'est une belle œuvre. Vous achetez une œuvre d'art en achetant ce livre, à la fois pour son contenu que pour son contenant, donc rien que pour ça, foncez. C'est l'immortalité du numérique qui est interrogée de manière très philosophique, mais juste à travers des regards, des personnages d'une beauté captivante, renversante, qu'on a trop l'habitude malheureusement d'oublier face à tous ces livres de développement personnel qu'on vous vend à des dizaines, quinzaines, vingtaines d'euros pour vous donner 6 leçons qui pourraient rester en une page. Là, à l'inverse, c'est un roman, une BD dont on aurait aimé qu'elle fasse plus d'1 millier de pages, mais qui malheureusement, par le travail de Mathieu Bablé, est qualitatif à l'inverse du quantitatif. Oh là là, quelle inversion dont on rêve aujourd'hui dans la littérature qu'on a. Donc s'il vous plaît, allez voir Carbone et Silicium, Mathieu Bablé.
Voilà, masterclass. J'enchaîne et je reviens à la littérature russe, tout simplement parce que je ne pouvais pas vous donner un guide de l'anti-pensée, de l'anti-actuel, sans vous mentionner Dostoïevski. Je suis obligé. Alors je sais, c'est une tarte à la crème, vous l'avez tous lu. Mais bon, on va me critiquer, on va m'envoyer au bûcher si je ne balance pas Crime et Châtiment naturellement. J'ai même pas besoin d'épiloguer dessus. Je vous le répète, si c'est la millième fois dont on vous a dit allez lire Crime et Châtiment, la culpabilité, la rédemption, la subjectivité de la morale, la fin justifie-t-elle les moyens, Machiavel, enfin bref, les connexions sont absolument multiples, plurielles, mais qu'est-ce qu'elles font du bien aujourd'hui? Qu'est-ce qu'elles font du bien à la pensée dominante? Juste foncez. Maintenant, on va commencer à passer dans des livres un petit peu plus des outils, des guides de survie, des kits de survie, j'ai envie de dire, pour des citoyens actuels qui ont besoin de se battre face à la pensée, face à la doxa. Alors, malheureusement, vous pourrez me critiquer, vous pourrez me conspuer, vous pourrez même me conchier, parce qu'elles font partie de la doxa, mais bon, pour battre, pour combattre, pour lutter contre une pensée, quoi de mieux que d'utiliser ses propres outils contre elle? On attaque par Influence et manipulation de Robert Cialdini. Bon, alors, ceux qui connaissent, vous vous dites « Ah, bon, oui, évidemment, maintenant je vais m'adresser à ceux qui ne connaissent pas. » Toutes les techniques les plus fondamentales qui sont utilisées pour vous vendre, pour vous passer des discours, je pourrais même l'associer à un bouquin de ma pile de bouquins de la semaine. Voilà la pile de bouquins de la semaine. Et ce que j'ai dans cette liste, c'est l'œuvre de Clément Viktorovitch, Le pouvoir rhétorique. Ça fait partie de ces derniers temps d'un travail que je fais pour mes programmes et pour la newsletter, mais quoi qu'il en soit, Influence et manipulation, c'est un bijou, c'est très condensé, on parle d'entre 200 et 300 pages. Vous avez peut-être 12 à peut-être une quinzaine de techniques de manipulation, de techniques d'influence qui sont illustrées avec des études de cas pour l'appliquer sur les autres si vous êtes un peu... si vous êtes d'humeur taquine, mais surtout pour vous en prévenir, pour vous en guérir à l'avance, pour éviter que vous tombiez dans ce genre de panneau avec tout ce qui se passe dans l'actualité, politique, géopolitique, même philosophique ou même sociale. C'est très très bien avec le système des médias actuels de pouvoir avoir des outils pour se prémunir de l'influence extérieure. Je ne vous fais pas de clin d'œil naturellement. On enchaîne cette fois-ci avec de la philosophie parce que vous me connaissez. Il n'y a pas de scripta manent sans philosophie. Le bluff technologique, Jacques Ellul. Alors, Jacques Ellul, là, si on doit penser aujourd'hui, si on doit penser quelqu'un qui pense la technique avec son aspect critique, si vous voulez éviter de tomber dans des heures perdues sur TikTok, sur Instagram, bref, sur tout ça, allez lire Le bluff technologique de Jacques Ellul. Jacques Ellul, ici... c'est absolument fondamental de lire Le bluff technologique. Pourquoi ? Parce que avant l'ère des réseaux sociaux, avant l'ère du numérique, avant l'ère de tous ces systèmes de pouvoir qui sont traduits sous des formes d'applications, de notifications, etc. Bref, de la douleur insidieuse, de l'influence insidieuse et maligne, alors le bluff technologique vous donne l'ensemble d'un cadre conceptuel qui vous permet d'éviter de croire que les technologies sont naturellement bonnes pour vous, et il le fait avec un regard acerbe, mais surtout visionnaire, parce qu'on parle de quelqu'un qui, je crois, a écrit dans les années 50, 60, 70, si je dis pas de bêtises. Bref, foncez, le bluff technologique, c'est pas connu, et si vous ne lisez pas le bluff technologique, lisez Jacques Ellul, parce que c'est un principe assez absolu. Jacques Ellul, par les temps qui courent, ça fait toujours du bien. Maintenant, on appelle le bijou. Alors j'en ai déjà parlé. On attaque sur Frantz Fanon. Peau noire, masque blanc, peut-être une des plus grandes claques de ma vie en termes de lecture. J'en avais déjà parlé dans d'autres vidéos, mais je pourrais en parler dans strictement chacune de mes vidéos. Peau noire, masque blanc, comprendre déjà... un livre qui a influencé les mouvements de libération à travers la planète entière. Fanon dévoile les blessures invisibles du colonialisme pour une pensée alternative. Comprendre comment se développe l'identité de ceux qui sont colonisés, comprendre les influences sur ces populations, sur les ressorts psychologiques, même surtout psychiatriques, connaissant Fanon qui est un spécialiste
de ces aspects-là. Comprendre l'aliénation, qu'est-ce que c'est que d'être colonisé. Alors évidemment, pour ceux d'entre vous qui sont intéressés par l'histoire coloniale, c'est hyper important, mais naturellement, pour moi qui suis blanc et qui ne connais pas vraiment ces aspects-là, c'est une lecture extrêmement et brutalement utile, déjà pour se prémunir des systèmes de pouvoir, des systèmes d'influence, des systèmes de colonisation, sans qu'ils soient nécessairement d'une nation vers une autre, mais évidemment sur tous les aspects philosophiques sur lesquels ça peut découler. Donc quand on parle de colonisation, on peut parler de colonisation d'outils étrangers en France. Bref, vous pouvez appliquer ces concepts, ces études de cas, ces logiques, ces mécanismes à tellement de choses de la vie du quotidien, et surtout l'écriture et la plume de Fanon. Bref, vous m'avez compris. Je vais enchaîner parce que sinon, cette vidéo va encore durer 4h30. On enchaîne. Nudge. Le nudge. Pourquoi aller lire des prix Nobel d'économie, surtout d'économie comportementale? Alors, Thaler et Sunstein, dans le nudge, c'est hyper important. Pourquoi? Parce que c'est typiquement le genre de livre qu'on va nous faire lire à HEC, à peu près le même type de livre qu'on va avoir chez un autre prix Nobel, à savoir Daniel Kahneman dans le système 1, système 2. Oui, je sais, c'est la doxa, oui, je sais, c'est le genre de livre que moi j'aime bien lire, mais je vous rappelle, puisque c'est les outils, puisque c'est les cadres de pensée, de la pensée dominante, alors les avoir en tête, ça vous permet de mieux vous défendre et surtout d'être un citoyen éclairé comme l'auraient aimé nos philosophes français du XVIIe et du XVIIIe siècle. Donc, pensez comme ça, pensez avec leurs outils. Nudge, la science comportementale, système 1, système 2, tout ça c'est ce qu'on appelle l'économie comportementale, les incitations douces, questionner un petit peu la liberté de choix à l'heure où tous vos choix sont très grandement conditionnés par des choses dont vous n'avez peut-être pas connaissance. Rien que pour ça, c'est utile, c'est pratique et ça fait du bien. On enchaîne. Bon, alors là, avec quelque chose d'absolument un ovni. Un ovni, je vous l'ai mis là parce que j'ai lu du Carrère là cette semaine. Mais là, c'est une lecture qui fait du bien. Pourquoi? Parce qu'elle bouscule un petit peu la structure du roman habituel, Limonov d'Emmanuel Carrère. Alors, moi, ce que je savais pas, en faisant quelques recherches, j'ai su que le protagoniste est à la fois un poète underground, bon, déjà c'est un peu spécial, majordome aussi, et chef d'un parti nationaliste, tout ça dans une même vie, une vie qui est entièrement dédiée à l'anticonformisme, même la marginalité ou le fait de casser les normes. C'est absolument génial. Si vous avez envie de naviguer, de voyager à travers les yeux de quelqu'un qui a vécu des choses mais impensables à synthétiser dans une seule vie, Limonov d'Emmanuel Carrère, la plume d'Emmanuel Carrère, toujours aussi excellente pour parler d'identité, d'aventure, de politique. Vous allez voyager de votre sommier, donc rien que pour ça, foncez, c'est absolument génial. Et par contre, je vais enchaîner sur un livre dont on a, à mon sens, beaucoup trop peu parlé, sur le conflit sur le conflit entre l'Ukraine et la Russie. Jamais frère, point d'interrogation, d'Anna Colin-Lebedev. Alors, Anna Colin-Lebedev, je le prononce certainement mal parce que je ne sais pas du tout parler russe, mais en tout cas, on parle d'une spécialiste. Je crois qu'elle est prof à la Sorbonne ou quelque chose du style. Pourquoi est-ce que c'est aussi génial? Parce que je crois qu'elle a des origines ukrainiennes ou russes. Bref, je ne sais plus, mais rien que pour ça, elle rappelle les fondements en quelques 200-300 pages, donc ça se lit en 2 heures. En quelques 200-300 pages, elle rappelle les fondements absolument fondamentaux de l'histoire commune entre l'Ukraine et la Russie. On parle de la Russe de Kiev, etc. Tous ces éléments historiques qui rappellent un petit peu les structures sociales un petit peu fondamentales d'entre ces deux pays qui se font la guerre aujourd'hui. Rien que pour ça, c'est un kit de survie absolument fondamental, des connaissances absolument fondamentales qui vous permettront de ne pas tomber dans les tropismes, dans les raccourcis qu'on vous partage parfois sur les plateaux télé. Allez lire Jamais frère, point d'interrogation. C'est absolument génial et c'est absolument éclairant. On enchaîne, évidemment, je ne m'arrête pas parce que là c'est absolument génial. On revient chez Arendt, mais là cette fois-ci on a la Arendt journaliste et toujours un petit peu avec un fond de philosophie
qui aborde le concept fondamental de banalisation du mal. Bon, comment vous dire qu'aujourd'hui, il n'y a rien de plus important que ça. Repenser le concept de mal dans le procès nazi d'Eichmann, d'un simple fonctionnaire de la Shoah, c'est absolument fondamental puisque ça pose la question philosophique de comment des individus les plus ordinaires possibles peuvent-ils commettre les atrocités les plus fortes. Évidemment, ça peut vous éclairer, ça peut vous donner encore une fois un cadre théorique et un narratif surtout, parce que c'est là la force d'Arendt dans Eichmann à Jérusalem, elle donne un narratif de témoin, le concept de témoin dans l'histoire qui est absolument fondamental, qui pose la question de l'obéissance, de la morale et de tout le mal qu'on peut susciter en étant simplement témoin, passeur de ce mal. C'est absolument génial. C'est Hannah Arendt, c'est à voir, et si vous ne l'avez pas lu, encore une fois, vous loupez quelque chose. On enchaîne, ça va dans tous les sens, je vous l'ai dit. Mythe et mythologie politique de Raoul Girardet. Alors, comment commencer sur Raoul Girardet, parce que c'est un penseur, c'est un historien, enfin je ne sais pas si c'est un penseur, bref, je ne sais pas trop, mais je l'utilise parce que, déjà parce qu'on l'enseigne et qu'on demande de le lire à l'ENA, alors que c'est un penseur de droite, voire même d'extrême droite, parfois il est réutilisé dans des discours d'extrême droite. Pourquoi est-ce qu'il est aussi pertinent ici ? Parce qu'il donne des clés de compréhension de nos sociétés modernes avec les 4 grands mythes des systèmes politiques dans la Ve République en France. C'est une pépite qui est extrêmement rare, donc si vous avez le temps ou si vous avez la possibilité de mettre la main dessus, surtout ne passez pas à côté, c'est une masterclass pour comprendre tous les rouages un petit peu politiques que nos politiques utilisent de nos jours. C'est génial, ça... C'est un petit peu de l'ordre... j'ai pas envie de m'épancher sur les connexions, mais ça me fait un peu parfois penser à Mircea Eliade sur les systèmes mythologiques et sur la symbolique. Bref, mythes et mythologie politique, foncez. En plus, c'est très court et ça se lit très rapidement. Bon, là, je passe encore une fois sur un colosse. Beaucoup d'entre vous m'ont critiqué parce que je l'ai toujours pas mis. Mais comment ça se fait que t'aies pas mis lui, nanani, nanana. Je vous le mets parce que là, il n'y avait pas mieux pour mentionner, il n'y avait pas meilleure place. Voyage au bout de la nuit, Louis Ferdinand Céline. Je me suis posé cette question en vous mettant cette note. Saviez-vous que ce roman a failli ne jamais être publié à cause de son style cru et révolutionnaire ? Louis Ferdinand Céline, tout simplement la réalité crue de l'humanité face à la guerre. C'est une expérience de lecture. Je mentionne très rarement ce terme parce que c'est très très rare, mais chez Céline, c'est difficile de trouver d'autres qualificatifs aussi brutaux pour décrire un petit peu le quotidien de ce qui peut se passer pendant la guerre. Ça nous permet, nous en tant que Français qui ne sommes pas encore touchés par la guerre, de comprendre ce qui se passe ailleurs sur l'autre côté de la planète. Ça permet d'enlever quelques désillusions à propos de l'humanité et ça donne toujours, alors c'est ça qui est intéressant chez Céline, c'est que par une description pure, crue de l'humanité, il y a un profond antimilitarisme à mon sens, enfin en tout cas c'est la lecture que j'en fais. Rien que pour ça, il faut foncer. Et en lecture complémentaire que moi je recommande absolument, c'est un bouquin philosophique qui est passé à travers les mailles du filet malheureusement, qui est passé dans l'actualité comme ça, mais qui à mon sens est éclairant d'un point de vue philosophique. Il nous vient de Christophe Bouton. Il a été trop peu mentionné à mon sens, mais son titre est à mon sens un des plus beaux et un des plus éclairants sur ce qui se passe sous nos yeux au quotidien. Ça s'appelle « L'accélération de l'histoire » de Christophe Bouton. On vit aujourd'hui par les outils qui nous sont donnés, par les outils qu'on crée, par la technique qu'on s'auto-crée. On est en train d'accélérer l'histoire devant nos yeux. La période la plus rapide de l'histoire de l'humanité se joue au quotidien dès qu'on se lève aujourd'hui. Et cette perception du temps qui est modifiée par les outils qu'on utilise et par les logiques que notre système et notre société nous inculquent est absolument géniale en ce qu'elle nous permet de comprendre les temporalités qui se déploient dans notre quotidien. Comprendre et percevoir le temps, c'est comprendre et percevoir un outil absolument fondamental pour penser. Alors je vous renvoie à Bergson évidemment, mais je vous renvoie aussi à François Hartog. Alors là, François Hartog, mon prof de philo, mon ancien prof de philo aussi, j'étais là.
enfin s'il était là, pardon, aurait dit c'est une énorme masterclass. Allez lire les régimes d'historicité. Ah là 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 là, j'ai pas le nom entier, mais régime d'historicité de François Hartog, un classique de philosophie contemporaine sur le temps. Si, comme moi, pardon, vous avez des interrogations perpétuelles sur pourquoi est-ce que le temps passe si vite, pourquoi est-ce qu'étant jeune, j'ai l'impression de ne pas avoir possession de mon temps, pourquoi est-ce que quand je me couche, j'ai l'impression qu'on m'a bouffé des heures à des trucs dont je n'avais absolument pas besoin et qu'on m'a simplement ponctionné, sur lesquels j'ai pas pu faire grand-chose. Bouton, Hartog, Bergson, déjà, vous avez la triode, vous avez le triangle des Bermudes en philosophie qui vous donnera un cadre conceptuel pour ne plus tomber dans ce panneau-là. Allez lire l'accélération de l'histoire, c'est moins connu que Bergson et Hartog, mais mon Dieu que c'est magnifiquement écrit, et mon Dieu qu'en 300-400 pages, vous allez avoir une compréhension de votre quotidien bien meilleure que ce que vous l'avez aujourd'hui. Rien que pour ça, foncez. Bon, lui, je vous en ai parlé tout à l'heure, mais là, il va falloir que vous fonciez l'acheter. Pourquoi ? Déjà parce que c'est un ouvrage d'un prix Nobel d'économie. Bon, rien que pour ça, ça vaut le coup. De deux, parce que ça vous permet de savoir comment est-ce que vous prenez vos décisions, quelles sont les parties de votre conscient et de votre inconscient qui conditionnent votre prise de décision. Bon, rien que pour ça, vous imaginez qu'en fait, 15 fois par jour, ça vous permettra d'avoir une perspective beaucoup plus éclairée sur ce qui vous pousse à prendre des décisions, donc ce qui vous pousse à vivre votre vie de manière très globale. La distinction entre la pensée intuitive et la pensée analytique chez Daniel Kahneman et sur son système de pensée, sur tout ce qui est autour de la concentration, de l'énergie, des facteurs de prise de décision, plus généralement sur les processus cognitifs qui découlent et qui font découler la prise de décision, c'est absolument génial. C'est une introspection dans votre cerveau, dans des choses qu'on a tendance un petit peu à résumer sous des grands principes en développement personnel, mais qui là sont traités de manière déjà extrêmement vulgaire par un prix Nobel. Donc déjà, on a une passerelle avec un niveau de la connaissance qui est extrêmement élevé, extrêmement poussé, mais d'une manière extrêmement compréhensible et palpable, même si vous ne connaissez rien en économie. C'est justement l'angle que s'est proposé de prendre Daniel Kahneman dans ça. Et c'est absolument génial et ça change, ça, à la manière d'une marée, si vous êtes un bateau, ça vous fait grandir à peu près sur la totalité de votre conscient et de votre connaissance. Donc rien que pour ça, foncez, je ne vais pas vous le dire 250 fois, mais pourtant si, je vais vous le dire 250 fois. L'Iliade et l'Odyssée. Alors, pourquoi est-ce que j'enchaîne sur ceci ? Tout simplement parce que pour moi, ils m'ont ouvert à la culture, ils ouvrent à la pensée mythologique de manière générale. C'est assez excellent. Pourquoi ? Parce que ça peut former un triptyque avec... Alors, pas un triptyque, mais plutôt un diptyque avec... oh là là, je perds mes mots. Bref, je voulais penser... donc, l'Iliade, l'Odyssée et l'Énéide. Voilà, c'est ça que j'avais oublié, avec Énée. Ça pose les jalons des mythes, des mythologies, c'est-à-dire tout ce qui a pu être utilisé, grandement chez Platon, mais de manière générale sur tout le reste de la pensée contemporaine occidentale, évidemment. C'est absolument fondamental d'avoir ces narratifs en tête. Pourquoi ? Parce qu'ils sont les narratifs sur lesquels se sont basés énormément de systèmes de pensée, énormément de préconçus quand vous pensez, au complexe d'Oedipe, et bien évidemment la mythologie grecque et parfois romaine est nécessaire pour comprendre les racines et les modalités de fonctionnement de grands modes de la pensée et de la culture occidentale de manière générale. Rien que pour ça, et puis toutes les narrations sur l'héroïsme et sur tout simplement des théogonies, des cosmogonies, etc., c'est-à-dire les histoires qui régissent la création de nos mondes. Bref, avec tellement de personnages et surtout une plume absolument géniale. Bon, en fait, si vous voulez avoir une histoire absolument magnifique et qu'en plus de ça, vous puissiez apprendre et réutiliser ces narratifs de pensée pour tous les livres par la suite que vous lirez, alors foncez, allez, accordez-moi 2-3 semaines sur cet ensemble.
L'Odyssée, l'Iliade, déjà, c'est les deux fondamentaux. Et ensuite, vous me rajoutez l'Énéide. Bon, là, voilà, on retrouve le triangle des Bermudes dont on a parlé tout à l'heure, qui était assez marrant. 21. Il fallait que je le mette parce que c'est peut-être un des livres qui m'a le plus bouleversé. Alors, j'ai pas envie d'épiloguer parce que déjà, c'est une lecture très difficile. Mais c'est une lecture tellement belle, tellement complexe et tellement éclairante qu'elle est absolument fondamentale. Le Capital de Marx. Alors, évidemment, je vous donne les deux grands livres, enfin les deux, trois livres du Capital. Ça représente peut-être 2000 pages. C'est un condensé à la fois d'économie technique, de philosophie, parfois proche d'Hegel, de sociologie, d'histoire. Enfin bref, c'est un livre, à mon sens, que j'appelle totalisant, absolument fondamental si vous avez le temps, si vous avez l'énergie. Et évidemment, parce qu'on les mentionne trop peu, et beaucoup d'entre vous ont été bien trop intelligents de me noter en commentaire beaucoup de lecteurs, alors soit marxistes, mais globalement de gauche, des anards, etc., du Kluskar, ça parce que c'est kiffant, Althusser pour ceux qui veulent être un peu plus techniques, évidemment ceux qu'on mentionne pas assez, parce que c'est des classiques, c'est des tartes à la crème, mais Proudhon, Engels. Bref, je ne vais pas épiloguer sur la pensée de gauche, sur la pensée socialiste, même si je devrais le faire, mais je devrais le placer là. J'ai commencé par Marx. Voilà, allez lire ces auteurs, allez voir un petit peu ce qu'ils produisent. J'en ai oublié certainement des dizaines, des centaines. Vous connaissant, vous allez me les mentionner, vous allez me dire oui, mais t'aurais dû. Bref, vous avez raison. Il faudrait que j'en fasse une vidéo de 2 heures. Malheureusement, j'ai pas le temps et il faut que je passe sur d'autres bouquins. J'enchaîne sur un dont ceux qui sont là depuis le début de la chaîne, vous savez à quel point j'aime cet auteur. Alors, vous allez me le reprocher parce que là, il n'y a pas plus doxa et il n'y a pas plus froid que ce mec, mais malheureusement, il faut aussi dire qu'il est assez intelligent et qu'il est assez éclairant. Malheureusement, il nous a quittés. L'ordre du monde d'Henry Kissinger. Alors, vous allez me dire, comment ça se fait que tu cites du Kissinger alors qu'après, tu vas nous parler d'anticolonialisme, de pensée de gauche, etc. Bon, je suis comme ça, je suis rempli de contradictions, mais parfois quand il y a des bijoux qui tombent entre vos mains, qui viennent de gauche, de droite, on a parlé du Girardet, on a parlé de Marx, on a parlé de Kluskar, on a parlé d'anarchistes. En fait, je m'en fous un petit peu du politique. Le politique m'intéresse peu. Par contre, le décryptage du politique, ça m'intéresse. Comprendre sa logique, sa vision, d'où il vient. Bon, l'ordre du monde, pour comprendre la politique étrangère américaine avec la vision de son équilibrisme à l'échelle mondiale. Il n'y a pas grand monde de mieux que Kissinger pour vous l'expliquer. Les conceptions de l'ordre, qu'est-ce qu'un ordre? Poser la question philosophique, ensuite venir avec de l'histoire et des théories géopolitiques, c'est absolument génial. Ça permet de comprendre le réalisme politique de la politique étrangère américaine, d'arrêter de s'étonner de « Oh, mais comment ça se fait que Trump fasse ça? Oh, comment ça se fait que Biden fasse ça ?» Non. Je veux dire, il y a un enchaînement de penseurs et de pensées qui se sont faits au Pentagone, à la CIA, à la NSA, au DOJ, où vous voulez. Il est important d'en comprendre les maîtres penseurs. Alors, on part de Kissinger, après on peut passer par... Il y en a plein. Franchement, je pourrais faire un truc entièrement dédié à la diplomatie américaine, parce que il y en a tellement de ces mecs-là. Mais... même si ça me fait, même si c'est triste, même si c'est des gens qui ont causé malheureusement des douleurs ineffables, enfin plutôt indicibles, bon, il faut les mentionner parce qu'il est important de comprendre leur production, leur système de pensée, parce que quoi qu'on puisse les critiquer, ils ont dicté à un moment l'ordre du monde. Donc rien que pour ça, allez lire Kissinger, il faut avoir une lecture froide, mais il faut parfois se forcer à avoir ces lectures-là. J'enchaîne. Là, on va pouvoir faire un peu de pause et revenir à des sujets qui sont pas plus calmes, mais avec un penseur que j'adore entendre. Si vous avez le temps, allez écouter sur Thinkerview. Ce bouquin, c'est de Bernard Stiegler, ça s'appelle État de choc. Alors, je regarde là parce qu'il avait des probabilités d'être toujours un petit peu proche de moi. Comment comprendre? Alors là, pour les plus jeunes qui m'écoutent, qui sont sur TikTok, si vous êtes sur Instagram, si vous êtes sur YouTube et que vous tombez parfois sur les shorts, Bernard Stiegler, ce grand philosophe qui nous a quittés beaucoup trop tôt à mon sens, va vous montrer à quel point les technologies numériques qui sont développées aujourd'hui impactent votre psyché, c'est-à-dire vos fonctionnements psychologiques, psychiques, psychiatriques même.
et va vous décrypter un petit peu tous ces phénomènes de vitesse, d'image, comment elles ont été façonnées pour vous influencer. C'est absolument génial, c'est de la thérapie sociale, c'est comprendre la prolétarisation par les technologies. Donc si vous êtes un petit peu dans ces domaines anti-techniques, ou en tout cas comprendre les logiques de la technique telles qu'elles sont développées aujourd'hui, allez lire Stigler, c'est absolument génial. Et je mentionne juste là un bijou qu'on a trop souvent oublié aussi, c'est Jean Baudrillard, Simulacre et simulation. C'est comme aller regarder Matrix pour la première fois. Foncez maintenant, même s'il est 2h du mat chez vous, allez le plus rapidement possible à votre librairie et allez acheter Simulacre et simulation. C'est absolument génial. Maintenant, redescendons un petit peu. Un peu de calme dans cette fin de vidéo qui a été une vraie mitraillette à Masterclass, j'ai envie de dire, mais là on va redescendre un petit peu. Lettre à un jeune poète de Rainer Maria Rilke. C'est une entrevue, c'est-à-dire une entrevue épistolaire, des lettres qui sont envoyées entre un maître poète et un jeune poète amateur, qui discutent de qu'est-ce que c'est qu'être artiste, de trouver sa voie artistique, trouver sa voie existentielle à travers les temps d'un artiste. C'est l'introspection, c'est la créativité, c'est un petit peu de solitude, c'est tout ce dont vous avez besoin aujourd'hui pour apaiser votre esprit et vous découvrir vous-même, si vous êtes jeune, si vous êtes étudiant, ou même si vous êtes vieux et que vous avez envie simplement de découvrir des penchants de vous-même que vous n'avez pas encore découvert ou que vous souhaitez approfondir. Rilke, il n'y a pas mieux et il n'y a pas plus beau. On enchaîne La peste d'Albert Camus, tout simplement parce que c'est Camus. Et que comprendre la souffrance, comprendre l'absurdité de la vie de nos jours, il n'y a rien de plus éclairant. J'enchaîne parce que Camus, il faut avoir du Camus, c'est tout. J'enchaîne parce que ces deux-ci même, j'ai envie de dire, sont beaucoup moins connus. Figure de la révolution africaine de Saïd Bouamama. Alors ça, mesdames et messieurs, ça, c'est génial. Pourquoi ? Parce qu'on va parler de personnages historiques qu'en France, on connaît, à mon sens, un peu trop peu, mais qui, de l'autre côté de la Méditerranée, ont fait des projets absolument gigantesques. Alors, j'en ai cité quelques-uns que je veux tous avoir le plaisir de citer de vive voix, parce que c'est des personnages historiques qui ont fait tellement pour leur pays, tellement pour leur continent. C'est aussi de l'anticolonialisme, mais c'est surtout d'abord et avant tout de grands personnages historiques avec des pensées absolument magnifiques. Je pense à Kenyatta, et au Kenya évidemment, Aimé Césaire, Frantz Fanon, Patrice Lumumba, Kwame Nkrumah évidemment, Malcolm X, Thomas Sankara. Thomas Sankara, on termine sur Thomas Sankara parce que moi c'est celui qui m'a le plus touché. Allez lire les figures de la révolution africaine, c'est très bien condensé, c'est des petits chapitres, ça se lit extrêmement rapidement, mais ça vous donne des envies d'aller découvrir les histoires de ces pays d'Afrique, que ce soit d'Afrique australe, d'Afrique de l'Ouest. Bref, vous allez lire des pépites en termes de politique, et c'est ça dont on a besoin aujourd'hui. Je mentionne juste ici un livre qui nous vient d'Harvard ou de Princeton, d'Edward Said, qui s'appelle L'Orientalisme. Si vous êtes intéressé par toute cette pensée qui remet un petit peu à sa place la symbolique et l'importance de la symbolique, que ce soit africaine, que ce soit arabe, que ce soit du Levant, etc., allez-y, c'est magnifique. Bref, il faut lire L'Orientalisme, c'est un livre, c'est un bijou, tout simplement. Maintenant, je passe parce qu'il est passé entre mes mains il y a quelques semaines et tout simplement parce que je voulais le mentionner, les écrits poétiques de Léopold Sédar Senghor, le concept de négritude, bref, la négritude, déjà j'ai parlé de Fanon plus tôt, Senghor évidemment qui en est un de ses grands maîtres. Allez lire du Senghor tout simplement parce que déjà c'est un vocabulaire absolument totalement différent, c'est une manipulation de la langue française qui est absolument géniale, absolument magnifique, qui parle de l'identité africaine et qui donne surtout un message culturel à une heure où on a tendance à dans l'actualité et à travers les médias nous critiquer un petit peu tout ce qui est de l'ordre du métissage culturel ou en tout cas de pensée autrui.
Rien de mieux rien de mieux que Sangor pour un petit peu se faire une dose de pensée aussi bien déclamée dans ses poèmes. Bref, c'est absolument génial. J'enchaîne très rapidement L'Art de la guerre de Sun Tzu, tout simplement parce que il n'y a rien de mieux qu'un des plus grands stratèges militaires pour comprendre un petit peu les systèmes de pouvoir actuels. Rien que pour ça, foncez. J'enchaîne avant-dernier, je suis désolé. Alors, j'en ai pensé à plein parce que j'ai eu une période où j'en ai lu plein. En écriture féministe, alors, je suis passé sur du Lucie Rigaret, je suis passé sur du Elsa Dorlin, je suis passé sur du Judith Butler. Mais bon, j'ai mon âme française. Je mets le deuxième sexe ici. Alors, chers amis lectrices, je suis désolé, insultez-moi, j'aurais dû en mettre plus, mais je devrais faire une vidéo en fait entièrement dédiée à la littérature féministe, à la place des femmes dans l'histoire aussi, un domaine qui m'intéresse pas mal, qui m'a intéressé un certain temps. Mais bref, le deuxième sexe, pardon, excusez-moi, je suis fatigué. Voilà, genre, égalité, existentialisme, parce que petit clin d'œil à Sartre. Comment les structures sociales définissent le rôle des femmes, comment est-ce qu'elles ont fait ça? C'est bien parce que déjà, ça fait du bien d'avoir de la pensée féministe en soi, surtout aujourd'hui. Et de deux, encore une fois, c'est utilisable dans plein d'autres systèmes d'oppression et plein d'autres systèmes d'influence. Rien que pour ça, Simone, merci. Et on enchaîne, et en fait, on termine sur un colosse que j'ai envie de remettre ici. Là aussi, vous pouvez m'insulter parce que, tout simplement parce que j'aurais dû en mettre beaucoup plus, j'aurais dû mettre une 50aine de livres, mais malheureusement que j'en ai mis que 30, et c'est déjà pas mal. Les limites à la croissance de Donella Meadows et Hall. Pourquoi j'ai mis Hall? Parce qu'il y a plein d'autres auteurs qui ont participé à cet ouvrage fondamental du Club de Rome. Les limites à la croissance, et c'est absolument génial. Pourquoi? Parce que c'est écrit en 1972, mesdames et messieurs. En 1972, on nous parle des modèles qui, aujourd'hui, sont en fait bien pires en réalité que ceux qui avaient été prédits par ces travailleurs du Club de Rome. La durabilité, le concept de ressources épuisables, la modélisation surtout, avec les différents modèles qui ont été définis, aller comprendre les modèles statistiques et les modèles économétriques qui régissent un petit peu nos sociétés de manière extrêmement limpide. C'est fait pour être lu et c'est fait pour être vulgarisé. Les limites à la croissance, foncez, je vous en prie, vous vous faites un cadeau et vous vous ferez un cadeau à votre pensée. Sur ce, je m'arrête parce que 30 bouquins, c'est déjà pas mal. Dites-moi si ça vous intéresse toujours. Puis voilà, en fait, je vous fais la bise. J'espère que vous pourrez lire au moins un de ces bijoux et je vous dis à très vite.